Hey, c'est pas fou, ça. Ça serait Excuse-moi, là, mais intéressant. là, ce que tu me parles, là, c'est. Tu sais, on fera pas ton mock draft tout de suite, là, mais on parle déjà de Michael Misa, mettons 2, après ça, Martin 3, potentiellement avoir un dénoyé en 4. Ça impliquerait qu'un certain Higgins, il va continuer à dropper, probablement à 5. Salut tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle série pour le repêchage. Je suis avec Noah. Salut Noah, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien, ça va bien. Surtout parce qu'on va avoir une série de petits clips qu'on va créer. Puis pour vous, ben, ceux qui sont là, c'est parce que vous avez accès aux membres, que vous êtes membre Patreon ou que vous êtes membre YouTube payant du show de Frank Wood, le podcast. Donc, vous avez accès à l'intégrale de nos 3 ou 4 tournages qu'on va faire pour ça, qui après va être découpé en plus petits morceaux là, pour tous les autres gens. Donc, on va commencer. En fait, on va avoir un épisode dédié à le top 3 qu'on croit qui va sortir pour le repêchage. Puis après ça, on va parler des gars que les Canadiens devraient essayer de viser, soit en faisant un échange, soit en restant à leur position, puis qui peuvent avoir ce genre de joueurs-là. En tout cas, c'est les joueurs que nous, on pense qui peuvent être intéressants pour le Canadien à surveiller pendant le repêchage. Alors, Noah, première chose aujourd'hui, je veux qu'on parle du top 3 parce qu'il n'y a pas de polémique, mais étant donné que les Highlanders se ramassent avec le choix de premier overall, donc le premier choix du repêchage pour cette année, ils ont gagné 9 rangs, là, on s'entend qu'il n'y avait pas d'affaire là, mais c'est eux qui sont là. Et il y a un certain bonhomme qui s'appelle James Higgins qui vient de ce coin-là. Est-ce que tu penses qu'il peut brouiller les cartes? Ben, c'est ça qu'il faut le considérer, on n'a pas le choix. Comme on l'avait discuté un peu avant le show, on parlait justement qu'il y avait eu l'effet John Tavares quand il est parti jouer à Toronto. Est-ce Mhm, que Higgins va être sélectionné dans cette même condition-là de dire on va garder le joueur chez nous? mhm, Euh, Ça pourrait être une possibilité, dépendamment du directeur général qui va être nommé sous peu. ouais, Euh, à noter aussi que Higgins, c'est un gars qui a toujours eu un peu la mentalité du joueur des Islanders. C'est un joueur responsable quand même. C'est un joueur qui est hyper intelligent. Fait penser à certains moments à Jonathan Toews, à Jack Hughes aussi, mais peut-être une version plus modérée. On va pas se ouais. cacher, là, mais c'est un gars qui a beaucoup de vitesse, un gars qui a un certain dynamisme, quand même un peu moins d'arsenal de feinte quand même, mais un bon maniement de rondelle dans son ensemble. C'est un joueur quand même qui a quand même bien produit dans la NCAA. Donc, je pense pas que c'est un joueur qui serait mauvais quand même dans le top 3, même si je pense pas que ça va être mon choix pour les Islanders. Oui, mais ce qui est un peu difficile pour Hagen, c'est qu'il a joué avec des très bons joueurs. Tu sais, il a joué avec, ben là, si on regarde juste dans les dernières années, les gars qui ont été joués à Boston College, c'est incroyable. Là. Tu sais, on a des Cutter Gauthier, des Will Smith, des Gabe Perreault. Tu sais, on a des gros noms de joueurs qui ont passé par ce programme-là. Puis habituellement, c'est un programme qui produit des vedettes. Là. Dans les dernières années, là, on peut dire que c'est un très gros programme qui fait en sorte que la réputation d'un James Higgins peut se maintenir parce qu'au début de la saison, c'est lui qu'on voyait comme premier. En tout cas, moi, je le voyais premier avant le début de la saison. Puis, aussitôt que la saison a commencé, je me suis rendu compte, ben écoute, Michael Misa peut peut-être pousser dans le derrière d'un Higgins. Puis, plus ça allait aussi, plus on voyait Matthew Schaefer monter, surtout avec son début de saison incroyable. Là. On ne se mentira pas, Ouais. 22 Bon. points en 17 parties. Défenseur gaucher, 6 pieds 2, déjà le gabarit. Un gars qui se porte à l'attaque, qui est capable de revenir rapidement avec son coup de patin majestueux. Là. C'est tout un joueur de hockey. Là. Mais ça fait en sorte que là, on commence à se demander si ce n'est pas les Highlanders, est-ce qu'il est dans le top 3? Non, selon moi, Higgins, en fait, dans mon livre, à moi, il est pas troisième. Je Ouais. pense que Chicago ont déjà aussi assez de petits joueurs talentueux qu'on passe à Bédard, Nazer, à la limite Oliver Moore, il est pas très gros non plus là. Je pense que Mhm. c'est 6 pieds 1 dans ce coin-là. Il y a beaucoup de joueurs justement qui chez les Blackhawks de Chicago qui sont dans le même modèle que Higgins, donc
Je Ouais. pense que, de manière générale, je pense pas que c'est le choix, un, approprié. Deux, je pense que Higgins a un plafond quand même. Plafond qui est pas si élevé qu'on pense. Je pense que ça peut être Ouais. un très bon joueur de centre des deux premières lignes, mais je pense pas que c'est le centre qu'on s'attendait en début de saison. En tout cas, moi, je l'avais promis. Je pense que j'en avais parlé encore dans mes récents listes de repêchage, comme quoi je le voyais promis, mais je pense qu'il nous a tous déçus parce qu'on pensait qu'il allait exploser avec des joueurs comme Leonard et Perrault. Ouais. Mais tu sais, ça reste que c'est un excellent joueur qui pourrait aussi, si les Islanders le sélectionnent, pourrait faire le duo parfait avec son ancien coéquipier du programme américain, Cole Eiserman, Mhm. qui a été sélectionné l'année passée par les Islanders de New York. Donc, ça pourrait être un très bon combo. Puis derrière, avec One-Two Punch au centre avec Callum Ritchie, je pense que ça pourrait être un bon duo de centre, mais écoute, ça va être au DG de choisir. Je sais que c'est un Ouais. peu plate comme réponse, mais c'est ça. C'est la vie. Ben oui, c'est clair que. Puis hey, tu me parles de One-Two Punch avec Yzerman puis, puis James Higgins. Ça me fait penser au One-Two Punch que du Canadien, Suzuki Caulfield. J'ai l'impression qu'un James Higgins, c'est à peu près ça son plafond. C'est-à-dire un gars comme Suzuki, Nick Suzuki, qui va faire un point par match probablement pour le restant de sa carrière, en tout cas pour les prochaines 8 saisons, potentiellement. On ne sait jamais, là, ça pourrait changer, mais j'ai l'impression que James Higgins, c'est un gars comme ça. C'est un gars qui est fiable défensivement. C'est un gars, en tout cas, il pense à sa défensive. C'est un gars qui est extrêmement intelligent. T'sais, il ne regarde jamais la rondelle. Là, il est talentueux avec son bâton. Il ne va pas nécessairement faire des feintes pour rien, mais il ne la perdra pas. Ça. Quand il l'a sur son bâton, il ne va pas la perdre pour rien. Puis ça, c'est ultra important pour un centre, surtout un centre numéro un. Ensuite de ça, il y a quand même de la compétition. Michael Misa. Michael Misa, qui était à son année recrue à 15 ans parce qu'il a été un joueur exceptionnel dans la OHL. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit lui qui chauffe les fesses à Schaefer ou tu pensais plutôt que ça allait être un Martone ou même un Frondel peut-être là, qui serait un peu plus à chauffer les fesses de Higgins? Bon, au niveau offensif, je pense que personne n'est étonné. Là. On savait très bien que Misa avait la possibilité de faire chauffer même les statistiques et les records de la La Ligue de OHL. l'Ontario. Là. Ouais. Je veux dire, c'est un gars qui est bourré de talent, puis on le sait depuis très longtemps. Là où que je pense que on s'est fait aveugler un peu quand même, c'est son jeu défensif, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup eu d'amélioration de ce côté-là. Mais étant donné Mhm. qu'il a fait 134 points, on s'en fout un peu rendu là. Là. Donc, c'est sûr que son dynamisme, son implication, son anticipation dans le jeu est vraiment impressionnant. C'est un attaquant ultra dynamique. Donc, pour moi, pas que je le savais, mais je m'attendais à ce qu'il passe une grosse saison. Ouais. Je pense que Sagina aussi perdait beaucoup de pièces importantes suite à la conquête de la Coupe Memorial. Puis justement, tu perds Owen Beck, tu perds Mathias Sapovaliv, tu perds à la limite justement juste ces deux gars-là c'est bien trop Ouais. là. Ben oui, oui. Puis je pense Rodian Donicio aussi, qui est un excellent défenseur dans le junior. Tu sais, c'est majeur. Puis là, tu laisses la place à Misa pour justement s'exprimer. Je pense que c'était un combo qui était inévitable, qui fasse chauffer un peu le poste de premier au total. Mm. Par contre, je pensais pas qu'il allait produire autant. Je pense que tout le monde a été surpris quand même. 134 points, c'est beaucoup. Ouais. En Mais 65 parties, fait que c'est c'est ça. plus que 2 points par game. Là. Ben c'est ça. Puis, tu sais, au début de l'année, moi, je le comparais un peu à une meilleure version de Casey Middlestat, mais je pense que je me Mhm. suis vraiment trompé. Je pense que c'est un peu plus que ça quand même. Là. Ouais. On tourne un peu plus dans les gars comme on connaît un peu plus un genre de Mark Scheifele, mais peut-être un peu moins gros. Là. Ben oui. Mais c'est un gars qui est bourré de talent, un gars qui connaît très bien son hockey, qui est capable de voir les espaces libres. Mais c'est justement ça. Misa, c'est un joueur qui, selon moi, si Schaefer n'existait pas, je pense que ça aurait été le premier au total, même pas proche. Ouais. Puis quand moi je regarde ça, disons que le Canadien veut faire un grand coup, je crois qu'il est pratiquement mieux pour eux de viser un Michael Misa que n'importe quoi d'autre.
Puis s'ils ne sont pas en mesure de le faire, on en parlera dans les prochains épisodes. Il y a d'autres choix potentiels, mais disons qu'ils veulent monter là, dans le top 3, là, pourraient viser la deuxième place pour essayer d'avoir Michael Misa, qui est un premier centre probablement dans la Ligue nationale à venir. Là. Ça va être un gars que tu vas moins devoir compter sur son jeu défensif. Puis à la place, tu mets Nick Suzuki comme deuxième centre. Ça serait tout un one-two punch de centre pour le Canadien. On rêve, là, on s'entend, là, ça n'arrivera pas. Mais si toi, tu as à repêcher dans le top 3, tu prends qui? Ben, pour moi, si je suis le Canadien, c'est sûr que Michael Misa est le choix évident, là. Je pense Ouais, que tout le monde s'entend pour dire que le Canadien a besoin d'attaque, a besoin d'un deuxième centre. Puis, par le fait même, avec Misa, surtout à sa première année, je pense pas qu'il va être deuxième centre, là. Mais ouais, dans le rôle qu'on peut y donner avec un gars comme Ivan Demidov, je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça pourrait faire une ligne ultra offensive. Puis, à la limite que cette ligne-là devienne la première ligne, puis donner les responsabilités un peu plus fragiles, mettons, les situations plus fragiles à Nick Suzuki. Puis on ouais. sait déjà que c'est un centre des deux sens de la patinoire capable d'affronter les meilleurs, autant à domicile qu'à l'étranger. Donc, je pense que ça fait de lui, justement, Michael Misa, un candidat ultra précieux pour le Canadien, Ouais. ultra important, parce que, justement, on pourrait avoir une ligne de centre qu'on a eu il y a très longtemps. On n'a pas eu Ouais, ouais. depuis très longtemps. Non, effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux centres d'envergure puis qui peuvent avoir le potentiel de marquer plus d'un point par match. Ça, c'est clair. Alors, ben merci. C'était bien le fun. Top 3, Matthew Schaefer, Michael Misa. Moi, j'ai James Higgins. Toi, t'as. Porter Martin. Ah ben, Ben, Colin, hein? ben c'est un. Il y en a qui vont dire que c'est parce qu'il a produit beaucoup cette année. Je pense que c'est un prototype Matthew Tkachuk. Je pense qu'on en a besoin. Son jeu de pied est pas extraordinaire, mais on Hmm. sait jamais. Un jeu de pied, ça se travaille. Puis s'il devait, s'il devait devenir un Matthew Tkachuk, je pense qu'on s'en mordrait tous les doigts. Ben, s'ils se ramassent en tout cas à Chicago, on va être tanné de les voir dans notre face si on finit par les affronter dans les finales de Coupe Stanley année après année. On se croise les doigts. On espère de se rendre plusieurs fois dans la Coupe Stanley dans les prochaines années, mais Chicago a besoin de toute façon de quelqu'un pour supporter les Bédards et pour supporter Nazar. Quoi de mieux qu'un gars de 6 pieds 3, 200 quelques livres, qui fait des points puis qui est capable, en fait, d'épater la galerie, là. Je suis d'accord avec toi. Surtout quand tu compares un James Higgins à 5 pieds 11. Peut-être que ça peut être intéressant pour Chicago de prendre un gros bonhomme à la place de prendre quelqu'un qui a à peu près la même grandeur qu'un Bédard ou qu'un Nazar, là. Ouais, exactement. Alors, c'est la fin de notre premier épisode. On va continuer avec Porter Martone. Alors, Porter Martone, on vient d'en parler, hein? 6 pieds 3, 207 livres, en tout cas, aux dernières mensurations, là. Joue à Mississauga, dans la OHL, qui est quand même, en fait, un endroit. Tu sais, le Mississauga, c'est pas vraiment. euh, excuse-moi, ben, le Steelhead de Brampton, c'est Ouais, c'est ça? le CR de Brenton. Ça vient de changer cette année. Ah, c'est ça. Fait que, il était. C'est pas un programme, moi, qui m'impressionne. Tu sais, comment il réussit à tirer son épingle du jeu au courant de l'année pour faire en sorte qu'il s'est ramassé au-dessus de tout le monde, là. Tu sais, on parle quand même de 98 points. On parle d'un gars qui a dépassé. Tu sais, quand je regarde, mettons, statistiquement, il a dépassé des gars plus vieux que lui, là. Tu sais, il a dépassé un Luke Misa, Carson Rakoff, Finn Harding, Angus McDonald. Tous ces gars-là sont repêchés par sont pas signés encore, mais ils sont repêchés par le Kraken, Calgary, les Pingouins. Fait que c'est quand même un gars avec bourré de talent, mais j'en reviens pas que ce gars-là, dans une équipe comme celle-ci, a réussi à tirer son épingle du jeu aussi bien que ça, là. Ben, on sait que Martin, c'est un gars qui a quand même une très bonne vision de jeu. C'est un gars qui a en protection de rondelle. C'est un des très bons dans le repêchage. Une de Mhm. ses forces qu'on entend rarement, qui fait de lui quand même un gars très intéressant, c'est son leadership. Mhm. On entend à gauche, à droite, c'est lui qui est le capitaine quand même d'une formation où tu as beaucoup de 18, 19 ans, même des 20 ans. Ouais. Donc, être capitaine à 17 ans, alors que tu as une équipe quand même
plus vieille, tu sais, plus vieille que Ouais, toi, tu sais, en majorité. C'est quand même impressionnant. On sait qu'avec l'équipe Canada, c'était lui qui avait le C à certains moments. Même des fois le A, dépendamment s'il y avait des joueurs très, très vieux. ouais, Mais tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il est vraiment dominant? C'est son arsenal qui le complète, en fait. C'est que c'est un gars qui a pas peur d'aller dans le trafic. Donc, ouais. il est dangereux là, dangereux dans les périmètres, dangereux sur le long des bandes pour aller récupérer la rondelle. C'est un gars qui frappe. C'est un gars qui pense la game à quand même à une bonne vitesse. Tu sais, au championnat mondial U20, il y a du monde qui dirait, oh, on l'a pas vu beaucoup. Mais quand il était sur la patinoire et qu'il était pas pris avec des joueurs plus style quatrième trio, C'est ça. t'avais l'impression que c'est un homme parmi les enfants, là. C'est la Exact. différence entre, mettons, un Higgins puis un Morton. Un Morton, t'as l'impression que c'est un monstre. Quand tu regardes un Higgins, tu te dis, ben, c'est un gars, tu sais, c'est un ado, là. Donc, Bourré de talent, mais mais c'est ça. Mais Morton, c'est quand même un late, faut le dire, là. ouais. Il est né en octobre 2006. Mais tu sais, c'est un gars qui s'implique, tu sais, c'est un gars qui fait en sorte que justement chaque présence est importante. Puis justement, quand on le voyait au championnat du monde Mhm. junior, on voyait justement cette impression-là, ce caractère qu'il avait, ce caractère qui est très similaire à Matthew Tkachuk, un gars qui a pas peur de se salir le nez, d'aller dans les zones peut-être un peu plus dangereuses ou même être sur la ligne à certains moments. Ouais. Donc, c'est pour ça que un gars comme Martin, même au début de l'année, moi, je pensais que c'était plus un Blake Wheeler parce que je voyais peut-être moins son côté arrogant. Mais tu sais, même l'année passée, en 23-24, 71 points en 60 parties, avec quand même 25 minutes, pas 25 minutes, 63 minutes de pénalité et plus Ouais. 25. C'est quand même très intéressant pour un gars qui jouait sa saison de 17 ans. Puis une saison de 17 ans l'année passée, Porter Martin, pas ça qui pourrait pas le top 10. Là. Exact. Exact. Puis ça est venu à quelques mois d'être repêché l'année passée. Comme tu dis, c'est un late, mais dans son cas, je pense que ça lui a été bénéfique de passer une année de plus avant de devoir de passer au niveau du repêchage. Ce gars-là, il est mature. J'ai l'impression que ce gars-là pourrait jouer l'année prochaine dans la Ligue nationale. Un peu comme Slavkovski l'a fait, en fait. Ouais, puis en plus, un de ses grands avantages, c'est que c'est un gars qui joue le style nord-américain, qui joue le style ligne nationale. C'est un Ouais, gars qui a le physique, il a peut-être pas le coup de patin, mais tu sais, un coup de patin, ça s'améliore quand même. Tu sais, ça on améliore. pensait que Oui, Brandon Point, il avait pas le meilleur coup de patin, puis il s'est rendu un joueur élite de la Ligue nationale. Donc, Nick Suzuki avait pas un gros exact. patin, puis on voit pas que c'est pas un problème, là. C'est pas une Exact. force, mais c'est pas un problème. C'est important d'avoir un coup de patin si tu n'as pas l'intelligence au jeu pour supporter tout ça. Tu as besoin d'avoir. Tu sais, regarde New Hook. New Hook a un super bon coup de patin, là, mais il n'y a rien d'autre. Là. Il y a certaines autres affaires, mais mon point, c'est que un James Higgins qui est capable de conserver la rondelle, un Porter Martin qui est capable de conserver la rondelle, n'ont pas besoin d'être des machines de vitesse. Puis c'est rare qu'il va avoir les deux. Tu sais, on peut penser peut-être à Conley l'année passée. Michael Hage, c'est un gars qui joue à haute vitesse aussi, qui est capable de jouer à haute vitesse, mais c'est rare, là, ces gars-là. Mais là, dans ce cas-ci, on parle d'un Porter Martin. C'est comme le profil typique de ce que le Canadien devrait viser, en fait. Parce que c'est ça qui nous manque. Il nous manque un gars à droite, il nous manque un centre, puis il nous manque surtout un gars qui va créer un impact dans le style Matthew Tkachuk, dans le style Brady Tkachuk, qui va être gros, pesant, puis qui est capable de scorer quand c'est le temps. Ouais. Puis, tu sais, on en cherche partout. Fait que, tu sais, les Blackhawks, pour eux, c'est normal là, qu'ils aillent le chercher. Même Ouais. si ils allaient chercher quelqu'un d'autre, ça m'étonnerait pas parce que c'est Blackhawks. Oui, tout à fait. Prochain joueur. Prochain joueur, je veux qu'on parle de Caleb Desnoyers. Parce que là, je suis en train de me demander s'il ne va pas passer dans le top 5. Est-ce que tu penses que Caleb Desnoyers peut dépasser Anton Frondel, surtout en considérant la fin de saison incroyable que Caleb Desnoyers est en train de vivre avec Moncton et l'inverse, Anton Frondel, qui lui, il semble s'écrouler là, en ce moment-là. Ouais, ben, pour parler un peu d'Anton Frondel, parce qu'on le voit moins parce qu'il est en Suède, là, Ouais, c'est un centre, rapidement, qui a les caractéristiques un peu d'un Jasper Bratt. C'est un gars qui a de la vitesse, qui a un bon dynamisme, une bonne créativité, mais au U18,
il a été inexistant. T'as eu des gars comme Félix Herbert, Gastrin, Eric Nielsen, puis je pourrais en nommer un paquet qui ont été meilleurs que lui. Donc, c'est quand même inquiétant qu'un gars qui est supposé d'empêcher top 5 disparaît carrément dans un tournoi U18 qui était beaucoup moins relevé qu'un championnat mondial junior U20 justement à l'hiver dernier. Donc, pour moi, c'est un peu inquiétant. Puis du côté de Caleb Desnoyers, c'est l'inverse. Il est en train de montrer à tout le monde que c'est un centre des 2 premiers trios. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il pourrait justement devenir le prochain Sean Couturier dans le type de modèle que c'est. Un joueur de centre responsable capable de faire beaucoup de points quand même en termes parce qu'à cause de son intelligence au jeu, mais aussi à sa capacité de fabriquer des jeux pour ses coéquipiers. C'est un des seuls, comme je l'avais déjà dit, qui est capable de rendre les autres meilleurs. Donc, c'est un peu pour ça que, selon moi, un club comme les Mammoths, le club de Mammouth. l'Utah, le Mammouth, c'est vrai. Le Mammouth de Utah, je pense qu'ils ont tout à gagner d'aller le chercher. Surtout qu'avec un gars comme Logan Cooley, on sait que ça peut être des fois très laborieux en zone défensive. Avoir deux centres gauchers dans ton alignement, hey, c'est pas fou, ça. ça Excuse-moi, serait là, mais intéressant. là, ce que tu me parles, là, c'est. On fera pas ton mock draft tout de suite, là, mais on parle déjà de Michael Misa, mettons 2, après ça, Martin 3, potentiellement avoir un Desnoyers en 4. Ça impliquerait qu'un certain Higgins, il va continuer à dropper, probablement à 5. Mais si le Canadien voulait aller chercher Caleb Desnoyers, là, c'est quoi qu'il doit faire? Il n'y a pas le choix de repêcher 4, là? Quand tu regardes ça Ben, là, à tête reposée pour être sûr à 100% de l'avoir, ou mettons à 98% des chances de l'avoir, c'est de repêcher 4. exactement. T'as pas le choix parce que à moins qu'il y ait une surprise puis que Utah décide de faire scandale puis aller chercher un attaquant de puissance style Roger McQueen à 4 parce que ça se pourrait. Ouais, On a Caden Lindstrom est sorti 4 l'année passée, donc on n'est pas prêt, n'est pas à une surprise près là, mais je suis d'accord. tu sais si dans un cas que Utah ne sélectionne pas Caleb Desnoyers, à 5, ça serait le gros max. Je pense que il y a une possibilité qu'il tombe à 6 si Anton Frondel est considéré comme un joueur supérieur aux yeux de Nashville. Puis même Utah, on pourrait faire slash Utah. Puis si Higgins aussi dans la même dynamique. Mais je pense pas que ça risque d'arriver. Je pense que Caleb Desnoyers, si en plus il y a un gros tournoi de Coupe Memorial, bonne chance. Bonne Exact. chance de le Bon, surpasser. on a vu Seneca qui est monté au classement au repêchage. C'était pas nécessairement à cause du tournoi de fin de saison, là, mais quand même, moi j'ai l'impression que Caleb Desnoyers a commencé, on pensait qu'il était peut-être 14, 15, 16 dans ce coin-là. Puis finalement, il est rendu top 5 potentiellement, ou en tout cas tout proche du top 5. Puis on parle peut-être même d'aller le chercher dans une position de 4, ce qui est extrêmement bon quand tu regardes le début de saison qu'il a eu, puis la fin de saison qu'il a. Moi, je crois que parmi tous ces gars-là qu'on parle, là, pour le Canadien, il y a deux choses importantes. Un centre, un défenseur droitier éventuellement, mais surtout un gars à droite pour remplacer éventuellement un certain Gallagher qui ne sera plus là, un certain Anderson qui, en fait, son rôle est rendu, c'est 3 ou 4 là, en termes de trio. Fait qu'il va nous falloir quelqu'un au poste de deuxième trio. Caleb Desnoyers, Porter Martin, deux gros bonhommes, c'est ces deux gars-là que tu dois regarder. Fait que quand tu essaies de monter, tu as position 16-17, potentiellement d'autres choses, ben, il faut que tu vises la 4 ou la 5 en espérant que Martin ou Desnoyers soient disponibles, à mon avis. Je pense que n'importe qui regarde un peu les tendances dans la LNH savent à quel point les équipes en fin de saison, ils se posent tout le temps la question en regardant les séries, est-ce qu'on prend un gars pour son size? Puis Ouais. je pense que de plus en plus, avec les équipes qui se grossissent énormément, là, on voit Dallas, c'est pas petit non plus là-bas, Non. puis Winnipeg, c'est pas petit non plus. Donc, pour entrer en série, ça te prend des joueurs, mais pour jouer en série, c'en est une autre. Fait qu'il faut avoir un T'as tout à fait équilibre. raison.
pour avoir un équilibre entre les deux. Puis je pense que le Canadien est rendu à se positionner. OK, ben là, j'ai besoin de joueurs grands mais talentueux aussi qui peuvent compléter dans une optique qu'on a déjà les joueurs pour venir justement compléter un premier ou un deuxième trio, dépendamment de qui va être disponible. Oui, tu as bien raison. Puis quand on regarde, nous, ce qu'on a là, en ce moment, là, si tu regardes l'avenir, on a Nick Suzuki qui est à peu près 6 pieds. On a Michael Lage à 6 pieds 1. Après ça, c'est qui? La réalité, c'est que ce ne sera pas Kirby Dack. En tout cas, j'ai des très gros doutes que ça le soit. Ce ne sera pas Newhook non plus, qui lui non plus ne fait pas 6 pieds, qui va pouvoir rajouter du muscle sur le deuxième trio. Mais j'en connais un peut-être qui pourrait le faire, mais il faudra encore une fois s'avancer beaucoup pour l'avoir. Un certain Jake O'Brien. Comment tu le trouves, ce gars-là? Est-ce que c'est le genre de gars que tu t'attendais à ce qu'il ait ce type de saison, lui qui joue pour Brentford? En passant à Brentford, c'est là où jouait Florian Jacquet. Ben, les deux frères Jacquet ont joué là. Et aussi euh, Owen Prats, qui vient de signer son contrat, son PTO de Ligue américaine. Donc, il s'entraîne avec, avec les restants de l'équipe, avec le Rocket. C'est des gros bonhommes, ça, là. Owen Prats, Florian Jacquet. Puis Jake O'Brien, c'est le genre de gros bonhomme, je pense, qui pourrait fitter avec le Canadien, non? Ben, c'est sûr que c'est un autre centre droitier. Donc là, à partir de ce Ouais. moment-là, il faut se questionner de est-ce que tu le mets à l'aile, tu le mets au centre. Tu sais, si tu as juste des droitiers, c'est pas nécessairement une bonne affaire non plus. Tu as tout le Non. temps besoin d'un gaucher. Mais après ça, là, c'est une des raisons de qui tu mets qui, est-ce que Nuruk reste, est-ce que Florian Jacquet peut pas prendre des mises au jeu une fois de temps en temps au centre. Tu sais, ça Ouais. rendu là, c'est des technicalités, là. Mais un Jake O'Brien, pour moi, c'est sûr que à 7, je trouve ça peut-être un peu élevé dans ce que je vois présentement. Je pense que c'est un Ouais. gars qui mérite d'être quand même dans le top 10 là. Sauf que je m'y attendais zéro. Puis je vais être honnête, Jake O'Brien, je le voyais peut-être plus au rang du Canadien présentement que dans le top 10 en début de saison. C'est un Ouais, gars je suis qui est d'accord. intelligent. C'est un gars qui est intelligent, hein. Je veux dire, il a pas mal un bon arsenal. C'est un gars qui se donne aussi, c'est un gars qui est constant. Donc, c'est sûr que avec mes paramètres que j'ai pour tous les joueurs, je pense que c'est un gars qui est quand même très intéressant. Est-ce que c'est le gars qui est le meilleur pour cadrer dans l'identité du Canadien? Je pense qu'il y a quand même des attributs qui le permettent. Mais si Mm. tu veux mon avis, je pense qu'il y a des joueurs un peu plus loin dans le repêchage qui peuvent faire un travail peut-être un peu moins bon, mais ayant plus de grit, plus de ce papier sablé, qui vont apporter peut-être un peu plus justement de robustesse dans une formation, mais qui ne pourront pas jouer comme Jake O'Brien peut le faire sur 200 pieds Mhm. pendant une bonne partie de la saison si c'est pas 82 matchs. La question qui tue, c'est est-ce que tu te déculotterais en échangeant ton 16 et ton 17, puis potentiellement un autre truc, là, un gars de joueur de la Ligue américaine ou quoi que ce soit, pour aller repêcher à la place de Boston, puis t'assurer d'avoir un gars comme Jake O'Brien, parce qu'il risque d'être encore disponible, comme tu le sais. Top 10, oui. Peut-être pas septième, là, ça va dépendre de ce qui se passe. Là. Des Murtka, qui est le premier défenseur droitier, pourrait être repêché avant. Même Roger McQueen, comme tu as parlé, qui pourrait être repêché avant et qui ferait donc glisser. Mais si tu veux t'assurer, tu l'échanges le choix contre Boston, le ferais-tu, toi? Ben, c'est sûr que là, il y a beaucoup d'enjeux dans ta question, du sens que déjà Boston, il y a la rivalité. Est-ce qu'on échange Ouais. pour Dans un ta contre un division. rival Ouais. dans ta division de un puis contre un rival de toujours? Ça, c'est une des premières questions. Moi, Ouais. bon, je m'en fous un peu, mais tant que le joueur est bon, ça me dérange pas. Mais est-ce que Jake O'Brien vaudrait un septième au total ou proche de septième au total? Je pense que le 16 et 17e cette année, ce qui est intéressant, c'est que il peut avoir quelqu'un qui glisse. De ce Ouais. que j'entends à gauche, à droite, on sent que Carter Bear, c'est la même situation qui va se passer que Peyton Krebs. On a peur de s'il va être capable de récupérer de sa blessure. Est-ce Ouais, parce que que c'est quand même quelque chose qui est dangereux dans le sens qu'une fois que tu es blessé là, ça peut revenir. Là. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la cheville. Euh, Peter Cribb aussi, c'était à la cheville, puis il a été repêché 17 ou 18e par Las Vegas. Donc,
c'est un peu le même principe pour Carter Bear. Fait que est-ce qu'on prend la chance de perdre potentiellement un Carter Bear avec un gars que je nomme là, mais un Malcolm Spence, un Lakovic, à la limite peut-être qu'un Brady Martins va glisser jusqu'à 16, ce qui m'étonnerait là, Ouais. mais ou peut-être un, je sais pas moi, un Benjamin Kindle que moi j'aime beaucoup, ou même un Jack Nesbitt qu'on parle de plus en plus à Montréal comme étant une solution très actuelle de la formation du Canadien, un centre de Ouais. 6 pieds 4. Très ciblé. Ouais, c'est ciblé de selon nos besoins, mais est-ce qu'on prend cette chance-là pour un Jake O'Brien? Je ne sais pas si ça vaut tant la peine. Ça, on va le savoir beaucoup plus vers la fin, quand tout le monde aura fini ses séries éliminatoires, parce qu'on sait déjà qu'il y a encore des joueurs qui sont actifs dans le repêchage, que ce Ouais. soit Caleb Desnoyers de 1, puis Entre autres. d'autres joueurs, entre autres, ouais, puis d'autres joueurs qui jouent soit pour Oshawa, pour London, Medicine Hat aussi. Puis comment ça s'appelle? Ben, Everett, entre autres. Mais quoi que Non, Carter pas Bear joue Everett, pas là, mais. pas Everett, mais Spokane. Oui, Parce oui. qu'il y a des joueurs qui jouent encore pour Spokane. Fait il y a beaucoup de Ça peut circonstances bouger. présentement. Ça peut bouger Exact. beaucoup, mais présentement, je te dirais que c'est une situation que je me poserais longtemps la question. Ouais, je pense que j'ai pas le choix d'aller avec toi aussi, là, dans le sens que Jake O'Brien, oui, c'est un beau profil, mais il y a des profils qui sont similaires, puis qu'on se dit, ben, est-ce que la somme des deux est meilleure qu'un seul gars? Tu sais, dans le Ouais. sens, tu repêches, comme tu dis, tes deux gars, ça vaut peut-être plus que de repêcher juste Jake O'Brien, puis que finalement, il ne fasse pas qu'est-ce qu'on espérait, puis qu'il se ramasse troisième centre. Quoique c'est assez rare dans le top 10, les gars qui vont jouer troisième le centre, mais ça arrive. C'est quoi le top 10? Tu m'avais déjà dit, c'est une chance sur deux, une chance sur trois dans le top 10 de te Dans le top tromper. 10, dans le Tu top 10, as c'est à peu deux près une chances chance sur sur trois deux de là, dans l'avoir. ces environs. Ben, c'est ça à peu près. Imagine une chance. Mais tu as quand C'est même une fou. chance sur toi de le manquer. Oui, c'est ça. Euh, De complètement le manquer, là. mais tu sais, il y avait un profil il y a en 2023 ou 2022, je me souviens plus, Nate Danielson. Oui, oui. Je pense que c'est 2022. 2023. 23, oui, Ouais, 23. 2023. Tu sais, Nate Danielson, c'est un peu le même prototype que Jake O'Brien, puis on voit présentement avec Grand Rapids que c'est pas nécessairement le gars qu'on avait prévu. Ouais. Je pense que les Red Wings commencent à trouver que c'était peut-être pas le joueur qu'on pensait que c'était. Les, les Red Wings de Détroit, ils ont eu des choix un peu spéciaux, puis ça ne tourne pas en leur faveur, malheureusement. Ouais, Nate Ouais. Danielson, cette année, a joué dans la AHL avec les Grand Rapids, puis en 71 matchs, il a fait 39 points, ce qui n'est pas énorme. Ben, il a On se le 19 dit. ans. Il a 19-20 Oui, ans, là. C'est correct, mais tu sais, c'est pas. pour le rang, ouais, c'est ça. Pour un 9e total, tu t'attends un peu plus, mettons. Oui, exactement. Fait que là-dessus, on a fait le tour de nos joueurs. J'espère que vous avez aimé ça. La prochaine vidéo, on va parler de Roger McQueen, Carter Bear, Radim Mertka. On va parler de Lakovic aussi parce que je pense qu'il faut qu'on s'en parle de ce gars-là. Il y a eu des nouvelles là, récemment qui ont tourné sur lui. Puis sinon, à part de ça, ben, évidemment, on va parler des gars comme Desnoyers, pas Desnoyers, mais Carbonneau, Brady Martin, Hansler, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on met ça sur plusieurs épisodes. Fait que suivez nos épisodes spéciaux du repêchage. Merci beaucoup, Noah. C'était bien le fun. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Ciao, gang.